Qu'on le veuille ou non, Blast a chamboulé le game des airdrops. Je me rappelle que malgré son succès au début, Blast divisait grandement. Il se vendait comme un layer 2 d'Ethereum qui proposerait à ses utilisateurs d'avoir un yield natif sur l'Ether et sur son stablecoin, l'USDB. Sur le papier, l'idée était sympathique, d'autant plus avec le contexte de l'époque. On sortait doucement du bear market de 2022-2023, la DeFi se réveillait seulement, leur idée a plu et a vu le jour depuis, ils ont même été copiés, les derniers en date étant Crypto.com avec leur blockchain Chronos ZKEVM, mais contrairement à cette blockchain, Blast n'a pas tout de suite existé. Au début, il n'y avait pas de layer 2, juste un smart contract sur Ethereum sur lequel on pouvait bloquer des liquidités pendant plusieurs mois. Mais comment Blast a su convaincre les gens de bloquer leur argent chez eux? Eh bien, avec des points. Le deal, c'était que ces points donneraient le droit à un airdrop de token Blast quand celui-ci sortira. Le token a bien été airdroppé, mais on reviendra dessus un peu plus loin dans la vidéo. À l'époque, Blast avait levé 20 millions de dollars, ce qui était plutôt faible comparé à un Arbitrum, un Optimism, voire un ZK Sync. Mais la promesse de l'airdrop était envoûtante et en l'espace de quelques jours, c'est plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été déposés sur Blast. Enfin, sur Ethereum, mais pour farmer des points Blast. À l'époque, j'avais été critique à ce sujet et c'est drôle de voir des gens revenir sur la vidéo des mois après en me laissant des messages condescendants parfois, comme si l'avis que j'émettais à cette époque n'avait pas évolué entre temps. J'ai fini par m'intéresser un peu à Blast sans trop de conviction pour être honnête, et début 2024, leur blockchain a été lancée. Et je dois dire que chez Blast, ils ont été méchamment malins. Ils avaient quasiment 2 milliards de dollars de déposés chez eux, et pour éviter que les gens sortent leur liquidité pour aller farmer d'autres airdrops, Blast a simplement pris en otage ses utilisateurs. C'est une métaphore bien sûr, à ma connaissance ils n'ont enlevé ni séquestré personne, mais ce qu'ils ont fait est bien plus vil, puisque les fonds déposés sur leur smart contract sur Ethereum ne pouvaient pas être retirés sur Ethereum. Il fallait obligatoirement les retirer sur Blast, et rien ne vous empêchait de bridger vos cryptos sur Ethereum ensuite. Enfin, rien à part le fait que vous prendriez un méchant malus sur vos points durement acquis. Enfin, durement, j'exagère un peu, mais le malus, lui, était vraiment vilain. C'est pour ça que Blast a, selon moi, pris ses utilisateurs en otage. Et ça ne s'est pas arrêté là, Il y a eu tout un festival d'activités à faire sur Blast pour accumuler tout un tas de points. D'ailleurs, un seul type de points, ce n'était pas suffisant. Ils ont aussi lancé le Gold, qui était une sorte de deuxième système de points. En plus de ça, il y a eu toute une fournée de protocoles propres à l'écosystème Blast, qui avaient eux aussi leur propre système à points. Enfin, c'était un écosystème à part entière, Blast. Et rétrospectivement, ils ont fait les choses assez intelligemment niveau marketing. C'était très bien réfléchi. Enfin, c'était surtout au début. Sur la fin, j'ai vraiment senti qu'ils en avaient plus rien à foutre de leur communauté. Ils cherchaient juste à profiter le plus possible de cette dernière. Rien de surprenant, vous allez me dire, et vous n'auriez pas tort, sur la DeFi, il vaut mieux ne pas être trop naïf. Parce que c'est sûrement cette naïveté qui a conduit à un report de presque 2 mois l'airdrop de Blast. En contrepartie, l'airdrop a été un peu plus conséquent que prévu, mais je pense que c'était une erreur. Parce qu'en 2 mois, il y a eu encore plus de points accumulés par les farmers. Pas sûr que l'augmentation de l'airdrop ait été suffisante. Et de toute façon, une grosse partie de ces tokens ont été vendus dans les premiers jours, voire premières semaines. Donc s'ils avaient donné encore plus de tokens, ce serait sûrement pire encore. Au moment où je réalise ma vidéo, on est à peu près 4 mois après l'airdrop de Blast. Le token est à moins 70% depuis son point haut, arrivé le lendemain de son lancement. Et le token pèse environ 200 millions de dollars, et il a une évaluation après dilution de plus de 900 millions de dollars. L'évaluation après dilution, ou FDV pour faire simple, c'est si on prend en compte le nombre total de tokens. Actuellement, il y a environ 21% des Blast en circulation, j'ai pas regardé en détail, mais le reste sera débloqué sur les 3-4 prochaines années, et sans surprise, la majorité des tokens seront récupérés par les investisseurs et les contributeurs du projet. Donc c'est pas terrible si vous voulez mon avis. Pour ce qui est de l'activité on-chain, c'est pas terrible non plus depuis l'airdrop. Déjà, la TVL, donc l'argent déposé sur la DeFi de Blast, est passé de plus de 2 milliards de dollars à 650 millions de dollars en 4 mois à peine, un divisé par 3. Et j'ai trouvé un dune assez intéressant qui montre l'activité sur Blast
notamment avant et après l'airdrop, et à part à la mi-août où il y a eu un pic de transactions sur Blast, c'est clairement en baisse. Les autres datas vont dans ce sens aussi, hein. Il y a de moins en moins d'utilisateurs actifs, c'est clairement en baisse, Blast génère très peu de frais, on parle d'environ 1 à 2 Ethers de frais par jour sur les derniers jours, parfois même moins. Je n'ai pas connaissance des chiffres, mais je ne sais pas si la blockchain est rentable en générant si peu de frais. Ça me paraît plutôt difficile. Au final, Blast a fait beaucoup de bruit, et même si l'activité est en baisse chez eux, ça reste toujours mieux que chez un certain Starknet ou un certain ZK-Sync. Ces deux-là sont des catastrophes. Le nombre de transactions a fait une descente d'organes sur les deux écosystèmes, et sur ZK-Sync, la TVL s'est littéralement évaporée. Après, Blast tente une saison 2 pour son airdrop, ça aide probablement à retenir un peu les gens dessus, mais c'est difficile de l'affirmer ou de l'infirmer. Pour ce qui est de l'airdrop saison 1, donc quand le token de Blast a été lancé, sans surprise, ce n'était pas si intéressant. En tout cas, dans la majorité des cas, pour les gens qui l'ont joué surtout passivement cet airdrop. Pour certains qui sont bien investis sur cet écosystème, ça a pu être un bon coup à jouer, mais pas au global. Alors que du côté de ZK-Sync que j'ai cité juste avant, je trouve que ça a mieux payé, et de très loin. Blast, ce n'était pas le premier projet à instaurer un système à points, ils sont pas novateurs là-dessus, mais c'est eux qui ont popularisé ce système, et je dirais même normalisé cette manière de faire. Fini le mystère de se creuser la tête à trouver des stratégies farfelues pour farmer un airdrop, on a enfin un élément facile, un élément clair et identifié pour farmer. Et naturellement, suite à ça, pléthore de projets se sont empressés de lancer leur propre système à points, et 2024 n'est pas encore fini, mais je peux affirmer que c'est l'année des points. Depuis le début d'année, c'est la grosse méta dans le monde des airdrops, c'est ça qu'il faut faire, accumuler le plus de points. Mais ces points ont beau rendre la chose simple, est-ce que ça ne rendrait pas les choses un peu inégales? Si pour accumuler des points, il suffit de bloquer de l'argent pendant une certaine période de temps, dans ce cas-là, une baleine serait bien avantagée par rapport aux autres. Comment rivaliser contre des millionnaires quand on peut se permettre de bloquer 500 ou même 1000 $? On ne fait pas le poids. Bienvenue dans le monde des airdrops linéaires. Oui, ils sont injustes, mais ils ont un avantage, c'est qu'ils évitent le multicompte. Parce que j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais farmer un airdrop, ça peut se faire avec plusieurs portefeuilles à la fois. Le souci, c'est qu'un projet n'a pas intérêt à récompenser 150 fois la même personne parce qu'elle a 150 wallets différents. Donc, depuis quelque temps, il y a une sorte de chasse aux sorcières qui s'est mise en place, et on appelle plutôt ça la chasse aux sibylles. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je n'ai aucune idée de pourquoi ce terme a été choisi. En français et en anglais, ça veut littéralement dire prophétesse, femme qui fait œuvre de divination. Je ne vois pas le rapport, vu que là on cherche à mettre un mot sur des portefeuilles qui ne sont pas légitimes, de multiples adresses ou portefeuilles qui appartiennent à la même personne ou un petit groupe de personnes. Ce serait peut-être plus juste de dire que c'est des usurpateurs, des pillards ou encore des maraudeurs. Perso, je trouve que maraudeur c'est un terme qui convient beaucoup mieux, mais on dit sibylle, donc c'est comme ça, on fait avec le mot sibylle. Jusqu'ici, j'ai grandement simplifié les deux archétypes d'airdrop. Les airdrops linéaires n'empêchent pas de faire du sibylle, hein. C'est même sur ces campagnes-là qu'il y en a le plus, ironiquement, parce que c'est facile à farmer, donc dans le doute, il y a pas mal de wallets avec 1 $ ou parfois moins que ça qui vont tenter leur chance, et en général ça leur rapporte que dalle. Après, une baleine peut se permettre de faire du sibylle et de passer un peu incognito, mais par contre dans le cas d'un airdrop vraiment linéaire, ce ne serait pas si intéressant que ça, puisque déposer 1 million de $ avec une adresse ou 100 000 $ avec 10 adresses, ça reviendrait au même. C'est pour ça que généralement le système à points n'est pas le seul élément qui détermine l'airdrop d'un projet. Chaque projet a ses petites spécificités, et même s'il y a des critères qui reviennent, c'est jamais la même chose à chaque fois. Donc est-ce qu'un jour on aura un modèle d'airdrop universel, ou est-ce que les airdrops cesseront? Probablement, c'est difficile à dire. Une chose que je peux affirmer en revanche, c'est que les investisseurs initiaux ne sont pas perdants, et ce n'est pas les investisseurs qui payent les farmers, mais bel et bien l'inverse. Les farmers amènent de l'engouement sur un projet, ils boostent les chiffres par appât du gain, mais la carotte, c'est que certains projets profitent de ces farmers qui vont engranger des frais en utilisant les protocoles qu'ils farment,
Les investisseurs, eux, ils ont généralement de belles allocations sur les tokens, et même si c'est impossible à prouver, c'est plutôt évident qu'ils sont au courant des critères des airdrops et qu'ils n'hésitent pas à se positionner dessus. Un exemple flagrant de ça, c'est sur Eigenlayer. Juste avant la première distribution de token Eigen, il y a plein d'adresses qui ont retiré leurs Ethers. Sacré hasard quand même, hein. On ne joue plus à armes égales. Ça n'a évidemment pas toujours été comme ça, il y a eu un Eldorado des airdrops, mais cet Eldorado est derrière nous et depuis un moment. En plus de ça, le domaine s'est littéralement industrialisé depuis. Et comme dans toutes les industries, il y a des moyens de performer, de générer des bénéfices, et comme dans toutes les industries, on construit à la chaîne et on innove de moins en moins. Donc on se retrouve avec plein de projets dont la seule utilité est de distribuer des points et d'ensuite disparaître discrètement dans les tréfonds de la DeFi. Et c'est difficile de blâmer qui que ce soit pour ça. L'industrie elle-même pousse toujours au rendement maximum, et ces systèmes à points sont probablement une évolution logique dans cette industrie. En tout cas, ce fonctionnement est définitivement l'archétype de 2024. Je prends pour exemple un futur Layer 2 qui s'appelle Corn. Ce L2 n'existe pas encore, mais on peut déjà déposer des liquidités sur un smart contract sur Ethereum. En contrepartie, on amasse des points, enfin ça s'appelle des kernels, c'est la même chose mais avec un autre nom, hein, nuance. Et le marché cherchant le rendement maximum semble avoir compris que ce genre de projet un peu trop inspiré de Blast ne délivre pas le meilleur rendement, et Corn n'a clairement pas le même succès que Blast, malgré qu'il ait plus ou moins les mêmes promesses et qu'il les exécute plus ou moins de la même manière. J'ai hâte de voir comment le farming d'airdrop va évoluer en 2025, parce qu'honnêtement, cette époque des points me lasse un peu, j'en ai marre, mais je suis persuadé que d'autres modèles d'incitation vont voir le jour. Peut-être que les airdrops auront tellement évolué qu'il y aura des types d'airdrops ou des airdrops avec d'autres noms dessus, mais c'est sûr que ça va changer. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ça en commentaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment ces systèmes à points? Manifestez-vous. Tant que j'ai votre attention sur la fin de cette vidéo, je vous invite à liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!